Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'Association des industries d'Haïti appelle au respect des mandats constitutionnels des élus. L'ADI dénonce les menaces et actes de violence perpétrés ces derniers jours. Poursuite de la grève lancée par des avocats depuis plusieurs semaines. Les activités sont toujours paralysées au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Plus de 1500 Haïtiens se sont inscrits jusqu'ici au programme de retour volontaire mis en place par le gouvernement chilien. L'annonce en a été faite par l'ambassadeur du Chili en Haïti, Patricio Utrera. Dans une note, l'Association des industries d'Haïti, ADI, proteste contre la situation de violence qui domine actuellement dans le pays et se positionne en faveur du respect du mandat du chef de l'État. Réclamant que le Premier ministre Jean-Henri Séan ait les coudées franches pour faire fonctionner l'État et mener des investigations sur l'affaire Petro-Caribé, l'association réclame aussi plus d'ouverture au niveau du gouvernement. Pour faire le point sur l'évolution de la situation, nous avons avec nous ce soir l'ancien Premier ministre Evans Paul. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir, Monsieur Clan, et je profite pour saluer les distingués téléspectatrices et téléspectateurs de Télémétropole. Merci de nous accorder un peu de votre temps. Monsieur le Premier ministre, les choses ont bougé fort pendant plusieurs jours et puis, il y a eu coup sur coup le discours du président de la République, Jovenel Moïse, et l'intervention du Premier ministre Jean-Henri Séan à la rubrique Le Point de Télémétropole avec Wendell Théodore, Luc Nergaro et Georges Allen. Qu'avez-vous pensé de ces deux interventions? Bon, c'était nécessaire pour les principales autorités du pays de s'exprimer sur l'évolution de cette situation préoccupante pour la population. Et je pense que c'était nécessaire de faire le point et de rassurer la population et ensuite d'envoyer un signal d'engagement qui exprime leur volonté de privilégier le dialogue. C'est ça, oui. Oui, en effet, c'était tout à fait le sens de l'intervention du Premier ministre. Maintenant, revenons un tout petit peu en arrière, si vous le voulez bien. Pendant toute cette semaine de troubles, une certaine confusion a régné dans l'esprit du public. La question était, parmi les dizaines de milliers de gens qui manifestaient dans les rues, combien le faisait pour exiger que le procès Petro-Caribé ait lieu et combien le faisait pour exiger le départ du président Jovenel Moïse, départ sans condition. Certains pensent que la manifestation du 18 novembre a apporté une certaine réponse à cette question. Pour la première fois, en effet, l'opposition radicale, dite démocratique et populaire, manifestait seule et apparemment, ils n'ont réussi à mettre dans les rues que quelques centaines de personnes. Hier lundi, les syndicats de chauffeurs ont refusé de participer au mot d'ordre de grève générale et au blocage du pays même, et les activités ont progressivement repris. Est-ce à dire, d'après vous, que l'agitation des rues est terminée et que nous allons, comme l'a demandé le Premier ministre Jean-Henri Séan, vers un début de dialogue national? Moi, je pense qu'il faut chercher un dégel qui doit faciliter ce dialogue. J'estime que mes amis, mes compatriotes de l'opposition ont mal géré leur succès relatif à la réussite de la manifestation du 17 octobre dernier, leur succès, quoique controversé, relatif au blocage du pays la semaine dernière. Alors, en politique, il faut avoir le sens de la mesure et savoir gérer son succès.
ils ont voulu trop appuyer sur l'accélérateur. C'est ce qui a expliqué l'échec des mots d'ordre de grève lancés pour cette semaine. Parce que dans tout ce combat, il faut situer le peuple. Le peuple est le principal concerné. Si ces mots d'ordre visent à paralyser le pays et par voie de conséquence nuire au peuple, nuire aux enfants, empêcher le fonctionnement des écoles, empêcher aux gens de trouver le minimum de survie nécessaire quotidienne. Alors je comprends pourquoi qu'il y a eu cette réaction de la population qui refuse d'adhérer, même par la peur, à ce mot d'ordre de grève et de manifestation pour cette semaine. N'empêche qu'il y a encore des problèmes à résoudre. Les autorités doivent comprendre qu'il y a des efforts à faire pour répondre aux principales aspirations du pays relatifs aux problèmes, des préoccupations sur les questions de corruption. Petro-Caribé, par exemple, mais Petro-Caribé, malheureusement, a été utilisé comme prétexte pour arriver au renversement du président de la République. Ce qui n'était pas dans l'agenda de la plupart des citoyens qui cherchent à avoir la vérité sur la gestion de ces fonds qui concernent le pays, qui concernent normalement les citoyens. Alors pour moi, il y a un problème stratégique. Je pense qu'il y a trop de clans, trop de contradictions au sein de l'opposition, ce qui est en train de gaspiller la mobilisation sur la question de Petro-Caribé en particulier. Mais vous avez vraiment le sentiment que le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut pour que le procès Petro-Caribé ait lieu et que ce n'est pas aussi bien dans l'intérêt de la population que dans l'intérêt du gouvernement lui-même? Nous sommes dans une société démocratique. Nous évoluons dans un système de séparation de pouvoir. Le gouvernement n'a rien à faire en ce qui a trait à la tenue du procès. Le gouvernement doit seulement s'assurer que le pouvoir judiciaire oui, détient tous les moyens pour faire son travail. Mais il n'appartient pas au gouvernement d'organiser le procès. Et c'est ça le système démocratique. Il faut travailler à renforcer notre système judiciaire, même si notre système judiciaire est faible, mais il appartient à ce système judiciaire d'organiser ce procès. Alors, parfois les gens disent que le gouvernement n'est pas crédible pour faire le procès, ou le gouvernement n'a pas fait assez, mais justement, le gouvernement n'a pas à s'engager, le gouvernement n'a pas à être impliqué dans l'organisation d'un procès. Oui, vous l'avez bien dit, le seul rôle que le gouvernement puisse jouer, c'est justement de donner au système judiciaire toute l'aide et toute la capacité de réaliser le procès. Maintenant, un autre petit point qui, je crois, je l'ai entendu, fait souci dans la population. Tous ces appels à la violence qui ont été lancés par diverses personnes, ces appels à la violence qui se sont faits à visière levée, qu'est-ce qu'il convient d'avoir comme attitude vis-à-vis de ces gens qui prônent la violence? Bon, c'est un problème de justice, c'est un problème d'État. Alors, c'est pas un problème de police aussi? Je dis un problème de justice. Parce que personne n'est au-dessus de la justice, que vous soyez simple citoyen, journaliste, homme politique, ancien premier ministre ou sénateur en fonction. Nous sommes tous redevables à la loi. Alors il y a des déclarations qui sont des atteintes
à l'ordre public et il appartiendrait à la justice de prendre les dispositions qu'il faut. Mais je pense que des gens qui parlent de la faiblesse de l'État profitent justement de cette faiblesse pour travailler peut-être à la destruction de cet État. Parce que l'image que nous sommes en train de vendre sur le plan international, et en ce qui a trait à des actes de violence, des policiers qui sont brûlés vifs, des scènes, je dirais, révoltantes de violence, oui. Que ce soit ce qui est arrivé dans les manifestations à Port-au-Prince, au Cap-Haïtien ou dans d'autres villes de province, que ce soit ce que nous avons vécu ce week-end à Malpasse, ce sont des images très néfastes, non seulement pour les jeunes, pour les enfants, pour le pays, mais surtout sur le plan international. Oui, c'est une évidence. Maintenant, peut-être une dernière question. Concrètement, beaucoup de gens se plaignent de ce que le gouvernement fait des promesses, promet d'aider la justice, mais jusqu'à présent, aucun acte n'a été posé, c'est-à-dire la lutte contre la corruption n'a encore abouti à aucune lutte contre l'impunité. Qu'est-ce qu'il faudrait faire là dans les jours qui viennent ou même dans les heures qui viennent? Nous faisons face à ce que j'appelle une profonde crise de responsabilité. On veut tout ramener au gouvernement, mais n'oublie pas, il faut se référer à l'État. C'est notre État qui est faible, parce que normalement, il n'appartient pas aux agents du gouvernement de procéder à l'arrestation de qui que ce soit. Il faudrait respecter les procédures et que ce soit les agents judiciaires qui sont placés pour poursuivre les gens qui sont suspectés ou coupables. Alors, dans cette situation, il faut faire la part des choses. Le gouvernement a ses responsabilités, mais en ce qui a trait aux poursuites légales, c'est du ressort de la justice, du secteur du pouvoir judiciaire. Dans son intervention au Point, le Premier ministre Séan a annoncé que dans les jours qui viennent, le gouvernement, l'État lui-même va porter plainte. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Ce n'est pas une décision, c'est une procédure. Et on avait reproché à la procédure enclenchée ce manquement du fait que l'État n'avait pas porté plainte. L'État, ce n'est pas une personne. L'État, ce n'est pas un gouvernement. L'État, c'est la collectivité nationale. Et la loi détermine comment l'État agit dans ces circonstances. Puisque l'État est concerné, l'État est censé, la principale victime dans cette histoire de Petro-Caribé, s'il y a eu vraiment détournement de fonds, alors dans ces conditions, il faut que ce soit la DGI qui représente l'État qui porte plainte par devant les autorités judiciaires. Et pour moi, c'est la procédure, ce n'est pas une décision. C'est oui, par là qu'il fallait commencer. C'est ce qu'a dit Maître Séan. L'État allait porter plainte par la personne du directeur général de la DGI. Bien sûr. Vous confirmez la chose. Alors, c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire au départ. Voilà. Oui. Maintenant, Monsieur le Premier ministre Evans-Paul, pour conclure, si vous pouviez suggérer au gouvernement aujourd'hui quelque chose, un acte, n'importe quoi, qui puisse aider à détendre un peu cette atmosphère qui devient très pesante pour tout le monde, même si aujourd'hui les choses semblent avoir repris leur cours normal. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que le gouvernement fasse là tout de suite pour garantir la sécurité des gens? Ça, c'est le rôle principal d'un gouvernement. Garantir la sécurité des vies et des biens, renforcer les institutions, et renforcer la capacité
de la police, mettre en confiance les policiers et par-dessus le marché, mettre en confiance la population. Alors la question de confiance reste la question fondamentale. La question de sécurité reste aussi une question primordiale. Alors il faut la confiance pour la sécurité et il faut la sécurité pour relancer la vie, pour attirer des investissements. Parce que le problème principal du pays reste un problème de précarité. Il faut penser aux jeunes, il faut créer des conditions d'investissement pour combattre le chômage. Ce sont là les principales préoccupations de la population. Le gouvernement doit s'aviser à pencher sur les vrais problèmes du pays, éviter de faire des promesses fallacieuses et travailler pour arriver à concrétiser certaines des principales aspirations de la population et en particulier la jeunesse qui est censée déboussoler. Un dernier petit point, très rapidement. Qu'est-ce que vous avez pensé pendant toutes ces journées de grande agitation? Qu'est-ce que vous avez pensé dans l'ensemble de l'attitude de la police? La police a fait ce qu'elle pouvait. Il faut comprendre que nous avons une police très limitée en nombre, en équipement, en entraînement et en traitement. Alors, dans ces conditions, nous devons travailler à protéger notre police. Il faut que les gens apprennent à respecter les policiers. L'uniforme symbolise l'autorité. L'uniforme symbolise la loi. On n'a pas le droit d'attaquer à l'intégrité physique d'un policier. Alors moi, c'est mon appel principal que toutes les manifestations, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec le gouvernement, il ne faut pas voir la personne d'un policier un ennemi. C'est un agent d'ordre qui est là pour protéger et les autorités et les simples citoyens. Et les manifestants. Bien sûr. Voilà. Ben écoutez, Monsieur Evans-Paul, encore une fois, merci du temps que vous nous avez accordé, merci de l'éclairage que vous avez apporté à l'évolution de la situation et je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt, Monsieur Clan. Merci, bonne fin de journée. Voilà, c'était l'ancien Premier ministre Evans-Paul qui donnait son sentiment sur l'évolution de la situation pendant ces jours d'agitation et depuis la reprise constatée hier et encore plus aujourd'hui. L'Association des journalistes haïtiens appelle les médias et les journalistes à respecter les règles d'éthique et de déontologie et à effectuer leur travail avec plus de professionnalisme et de responsabilité. Dans une note de presse, l'AJH dit observer que les mouvements revendicatifs organisés depuis des mois dans plusieurs endroits du pays divisent la société et craint qu'ils ne polarisent la presse. En outre, l'AJH appelle les autorités compétentes, les protestataires et les partisans et sympathisants des différents groupes à respecter et à protéger les travailleurs de la presse. Par ailleurs, l'Association des journalistes haïtiens appelle les journalistes et les médias à faire preuve de sérénité. Elle leur rappelle l'obligation qui leur est faite de travailler au respect et à la protection de la liberté d'expression. Note signée par le secrétaire général de l'AJH, Jacques Desrosiers, datée du 27 novembre. Le professeur Louis-Né Josema dénonce des fausses informations qui circulent autour du dossier Petro-Caribé. Selon lui, les chiffres ne sont pas corrects. Même si le politologue et philosophe se dit en faveur d'un procès des responsables de dilapidation, il estime qu'il ne faut pas se laisser intoxiquer par les mensonges de certains démagogues qui entendent prendre le pouvoir par tous les moyens. 2006, bon dit 2007, il y a 14 résolutions qui prend.
Montant total 14 résolutions ça budgétisé à environ 2 milliards 200 millions. Sorti 2007 pour arriver 12 janvier 2010, dans la quantité de doué, Hugo Chavez a éliminé pour nous environ 395 millions de dollars. Là, retirer ça, tu as quelques millions de cadis qui étaient. Montant qui budgétisé, il est environ 2 milliards 200 millions. Mais, ce n'est pas le montant budgétisé qui est plus important. Est-ce que y a un fonds? Montant qui vient arriver prendre un fonds pour développement, pour projet au développement, c'est environ 1 milliard 589 millions. Ça veut dire qu'il faut que les transférer dans le compte trésor. Ça transférer dans le compte trésor, c'est 1 milliard 589 millions épiques. Ok, c'est quantité ça qu'on y a là, monde qui était dans l'État. Deux bas explications. Deux bas explications, ça veut dire. Gon diversion politique. Ouais, l'on dit 3,8 milliards de dollars. L'on dit montant cash ou payé à environ 1 milliard 520 millions. L'on regarde 400 millions et des H2. L'on regarde 200 millions que Sogéné doué. L'on regarde tout, dette là à payer. Dette là continue à payer, c'est ou doué sur 25 ans, ou te gagné des années de grâce. On commence à payer. Et dans le budget national, chaque année, un montant qui est alloué au service de la dette. Donc je dis, on a d'abord même combien de nous alloué? Environ 1 milliard. Environ 1 milliard et puis après aller, c'est comme ça nous doué. Yo demander tout jeune intellectuel pays universitaire pour nous faire des analyses désintéressées. Allez sur compte BMPAD là. Quantité produit qui vini, quantité gaz qui vini, combien bayo yo là. OK? Est-ce qu'on peut un procès Petro-Caribé? Oui, il faut qu'on pose Petro-Caribé, il faut qu'on ban notre procès dans le pays à tout. C'est normal comment pour faire moun prend l'argent l'État. Les nous dit l'argent l'État nous comme ça nous dit. Ah l'argent côté yo prend taxe sur moun. Moi même qui c'est professeur, yo prend taxe sur moi. Policier qui dans la rue yo prend taxe sur yo. Et puis comment encore que nous gagnons pour nous payer via sacré les projets non et puis pour moun pas rendre compte sur lui. La cellule de réflexion des douaniers haïtiens dénonce et condamne l'assassinat samedi dernier de 6 agents de surveillance douanière à Malpasse. Face à ce qu'elle qualifie de drame, la cellule réclame qu'une enquête soit diligentée dans les meilleurs délais pour déterminer les conditions dans lesquelles ces agents ont été assassinés, fixer les responsabilités et identifier les auteurs pour qu'ils soient déférés devant la justice. Agents que nous avons sur place, ce sont déjà agents qui nous relèvent agents de la surveillance douanière. Donc, il est arrivé gagnant il y a des camions qui ont passé avec des marchandises, bon peut-être marchandises qui étaient marchandises qui suspectent puisque contrebandiers n'ont pas accepté pour agents ça a été vérifié ou contrôler marchandises. Donc c'est alors et une altercation entre les douaniers pas nous avec ça nous les contrebandiers puisque nous pas dire des agents de la douane parce que les agents de la douane c'est un citoyen qui connaît et mission la douane, mission de contrôle, mission fiscale, mission de protection. Exactement que nous perdons 4 agents douaniers dont 3 brûlés dans le commissariat de Malpasse, vifs, et l'autre là a commencé à brûler, il était là dans la clan. Il y a l'autre 2 agents qui ont prendre la fuite, c'est dimanche soir, ils ont retrouvé, l'autre là lui-même, il était venu à l'hôpital dimanche après-midi. C'est une situation qui est tragique, c'est une situation qui est triste, c'est une situation que moi-même personnellement, je n'ai pas un mot pour décrire ce qui passe. Que des gens soient brûlés vivants. Ils sont brûlés vivants et pendant 7 heures de temps, ils ont demandé secours, le responsable de la douane a demandé secours pour eux, ils ont même demandé secours, ils ont mouru dans un commissariat de police. Ministre, Finances et Justice, qui actuellement vraiment imbu de questions, nous avons pris des dispositions pour que la situation soit enquêtée, pour que des investigations qui entreprennent. 2 enquêtes sont déjà initiées pour être capables de déterminer
responsables pour être capable de déterminer défaillance et que pour au moins cette fois, pour que l'impunité pas vienne aggraver, pas vienne enlaidir la situation. Parce que si ça passe, pas t'a puni, eh bien nous avons assassiné ce monsieur une deuxième fois. C'est de l'assassinat. Les activités sont toujours paralysées au tribunal de première instance de Port-au-Prince suite au mouvement de grève lancé par les avocats depuis plusieurs semaines. Les hommes de loi continuent d'exiger l'arrestation de tous les policiers qui sont impliqués dans la bastonnade de leurs collègues. Ils réclament également le départ du commissaire du gouvernement clamé au CNAM d'Améus. Un nouveau groupe de 179 Haïtiens vivant au Chili est arrivé ce lundi à l'aéroport international Toussaint-Louverture dans le cadre du plan de retour volontaire mis en place par le gouvernement chilien. Selon un ambassadeur du Chili en Haïti, Patricio Utrera, plus de 1600 Haïtiens se sont inscrits jusqu'ici à ce plan qui ne vise en aucun cas à expulser arbitrairement ces migrants. La communauté haïtienne, il y a beaucoup de représentants parce qu'il y a beaucoup d'organisations. Il y a quelques représentants qui ont contacté le gouvernement chilien et ont dit, écoutez, il y a des gens qui sont en train d'avoir des problèmes, principalement d'adaptation, la langue, parfois ils ont des difficultés à trouver du travail, etc. Et donc, ils voulaient retourner en Haïti, mais ils n'ont pas les moyens de le faire. Donc, le gouvernement a dit, bon, nous allons étudier. Et pendant les mois d'août, septembre, ils ont étudié la situation et ils ont commencé donc le mois d'octobre à mettre sur pied un programme volontaire. Et je voudrais souligner ces mots parce que c'est très important. Ça, c'est pas, comme j'ai lu dans certains médias, des expulsions, des portations. Non, il s'agit des gens qui volontairement veulent revenir pour une variété de raisons. Cette plan a été initialement monté pour les Haïtiens parce qu'il a été demandé par des représentants de la communauté haïtienne. Et aujourd'hui, il y a 338 personnes qui ont retourné et il y a encore 1200 qui se sont inscrits pour ce programme. Ça veut dire aux environs de 1600 Haïtiens. Dans le contexte de 200 000 Haïtiens, ça représente moins de 1%. Donc, ça, c'est un peu le contexte. À l'occasion de la Journée internationale des enfants des rues, Radio-Télé Métropole a rencontré quelques enfants démunis. Ils ont 12, 15 et 17 ans et la rue est devenue leur seconde famille. Le lavage des voitures et la mendicité sont les moyens de subvenir à leurs besoins au quotidien. Entre rêves et déceptions, ces enfants des rues laissent parler leur cœur. Suivez ce reportage de Jérémy Tillon et de Paul Léel. Combien sont-ils exactement? Depuis quand vivent-ils dans la rue? Quel âge ont-ils? Bon nombre de questions laissées sans réponse lorsqu'on parle du phénomène des enfants des rues. Sur le Champ de Mars, juste en face du Palais National, ils travaillent sous le soleil pour un maigre salaire. Leur quotidien se résume à laver des voitures à longueur de journée, entrecoupé de pauses où les jeunes se retrouvent autour d'une console vidéo. Nous rencontrons Darius. Assis sur le bord d'un trottoir, l'air juvénile, il nous observe du coin de l'œil. Chaque jour, il gagne entre 50 et 100 gourdes par voiture lorsque le client est clément. Qu'est-ce qui t'a mené dans la rue? Qu'est-ce qui t'a mené dans le job ça? Et pourquoi même devine? Et vrai? Qui l'a joué? Moi j'ai 12 ans. Lorsqu'on demande à Darius quel serait son souhait le plus cher si on lui en donnait la possibilité, la réponse fait froid dans le dos. Non, Darius ne veut pas d'argent, ni une maison d'ailleurs. Son rêve, c'est... Vous mettez-nous dans le centre, vous mettez-nous à l'école. Stanley est un miraculé du 12 janvier. Amputé d'un membre inférieur, il vit avec cette bande de garçons qui est devenue son nouveau clan. Malgré son handicap, Stanley s'est refusé à s'adonner à la délinquance.
Chaque jour, il mendie auprès des passants pour survivre. Le visage fatigué, on sent une lassitude dans son regard. Expliquez-moi qui ça qu'on fait ou même dans la rue. Mande. Depuis qui là ou dans la rue? Pas qu'on est même. Là, on est à l'école, oui, pour me tirer comme dans la rue, parce que la rue n'est pas bon. Il y a tiré, on ne gagne pas là. Yo tire, on bat dans nous là. Dans le boule caoutchouc. Quand il y a des nègres qui passent sur moto, yo tire. Vous-même, vous connaissez une manifestation ou bien vous êtes posé? Non, mais posez. Manifestation, ça va faire tout le monde gangou, la rue blanche, tout le monde gangou. Avant, on est dans la rue. Idem pour son ami Pierre. Les manifestations, il n'y va pas car il a peur de la violence de certains manifestants. Même s'il reconnaît que certains jeunes enfants y participent, de leur côté, ils ont mieux à faire. Les enfants des rues de Port-au-Prince ne sont pas un fléau, mais plutôt le reflet d'une société submergée par de nombreux problèmes qui a décidé de les ignorer. Au mieux, d'en parler une fois par an, les 365 autres jours de l'année, ces enfants sont livrés à eux-mêmes, même si certains organismes comme l'Institut du bien-être social, réalisant un vrai travail de terrain, prend du temps, beaucoup de temps, peut-être trop de temps. Du 27 novembre au 8 décembre, la traditionnelle procession de la fête de l'Immaculée Conception prendra ses quartiers au stade Silvio Cator durant une semaine dédiée à la religion. Une série d'activités est prévue grâce au concours de la pastorale universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception à travers le révérend père Franzi Petithomme. L'homme de Dieu en a profité pour s'exprimer sur la conjoncture sociopolitique actuelle que traverse Haïti. Invitation ça nous lancer à tout le monde et quelle que soit opinion, quelle que soit ça nous gagné comme idée politique ou autre, quelle que soit zone moun ta vivre dans des quartiers populaires, dans les bidonvilles ou autres, nous invitons tout le monde pour prendre un petit temps, surtout pendant le événement, pour être capable quitter bon Dieu, dire un mot dans la vie, pour développer un sentiment de non-violence, un sentiment centré sur la confiance, un sentiment qui t'a doué, aider nous comprendre que rien ne peut se faire, rien ne peut se construire dans la violence. Il faut la transformation de l'homme haïtien. Et en pile fois, il paraît tant qu'il y a une mission impossible pour nous-mêmes comme monde, pour nous aider et pousser l'autre haïtien pareil au changement. Et c'est pour cela que nous profiter de nos événements pour nous capables d'inviter tout le monde pour la prière pour Haïti. Une grande nouvelle qui a fait, il faut le dire, des temps de prière toute la journée, 6h, 8h, midi, de 3h jusqu'à 6h du soir au stade Silvio Cator. Pendant tout le temps, ça, environ pendant 10 jours, chrétiens catholiques n'a pas rassemblé pour nous la prière pour le pays. Ça ne veut pas dire pour autant que seule la prière peut résoudre les problèmes d'Haïti, mais je pense qu'il est important de donner à Dieu sa place dans notre société, afin que nous arrivions à prendre conscience qu'on ne peut pas continuer à vivre ainsi. Nous ne pouvons pas continuer avec des langages de violence. Nous ne sommes pas capables de continuer pour que n'importe quel problème, c'est râler les gens, couper tête les gens, bouler les gens. Nous ne sommes pas capables de vivre dans une société pour que chaque fois qu'on traverser Martissan, pour traverser Bicentenaire, ou bien monter vers le nord, pour traverser zone La Saline, pour que peur envahisse. Aucune société ne peut prospérer lorsqu'il y a peur et instabilité. Donc, du 29 au 8 décembre, nous pourrons ensemble la prière pour mettre Haïti, by bon Dieu. On va le faire autour du thème Maman Marie, Maman Délivrance, Haïti. Non, mais on a fait 9 événements autour du thème ça. Dans l'international, Donald Trump a critiqué lundi l'accord du Brexit comme étant un obstacle au commerce avec les États-Unis. Une claque pour la première ministre Theresa May qui a riposté dès mardi alors même qu'elle s'échine à convaincre ses compatriotes. Déjà occupé à convaincre la Chambre des communes de voter son accord sur le Brexit,
Theresa May doit désormais répondre aux critiques de Donald Trump. Le président américain a estimé que l'accord de sortie de l'UE négocié par le Royaume-Uni risquait de rendre le commerce avec les États-Unis plus compliqué. Nous aurons une politique commerciale indépendante et nous serons en mesure de négocier des accords commerciaux avec des pays dans le monde entier. Quant aux États-Unis, nous avons déjà pu discuter avec eux du type d'accord que l'on pourrait avoir à l'avenir. Nous avons un groupe de travail qui s'est réuni plusieurs fois et qui continue à bien travailler avec les États-Unis. Pas de quoi convaincre Donald Trump, qui enfonce le clou et ôte à Theresa May l'un de ses principaux arguments pour faire avaliser son plan. Selon lui, la politique commerciale post-Brexit ne sera pas totalement libre. Aujourd'hui, tel que l'accord se présente, le Royaume-Uni ne sera peut-être pas en mesure d'échanger avec les États-Unis et je ne pense pas qu'il le veuille. Ça fait partie des conséquences très négatives de l'accord. Des déclarations qui mettent à nouveau à mal la relation spéciale entre les États-Unis et le Royaume-Uni, déjà écornée par le locataire de la Maison-Blanche à plusieurs reprises. Aujourd'hui, le Royaume-Uni n'est plus que le 7e partenaire commercial des États-Unis. Emmanuel Macron, le président français, a présenté ce mardi une stratégie à double détente mêlant urgence et long terme pour parvenir à une transition écologique acceptable. Le chef de l'État a annoncé entre autres une future grande concertation, la fermeture d'une partie des réacteurs nucléaires français, un soutien accru aux énergies renouvelables et l'adaptabilité de la fiscalité des carburants aux fluctuations des prix. Monsieur le Président de la République. Un changement de méthode, mais pas de cap. Voilà en substance ce qu'Emmanuel Macron propose aux Gilets jaunes. Le président français a inauguré ce matin un haut conseil pour le climat et il a tenu à rappeler les engagements français face à ce qu'il appelle une alerte environnementale. On ne peut pas être le lundi pour l'environnement et le mardi contre l'augmentation des prix du carburant. On ne peut pas avoir décidé la taxe carbone il y a quelques années et dénoncer aujourd'hui l'augmentation du prix du carburant. Cette taxe, je le rappelle, elle a été votée en 2009, en 2014, en 2015, engageant beaucoup de responsables politiques de sensibilités diverses. Emmanuel Macron a aussi réagi au débordement vu sur les Champs-Élysées ce week-end en marge de la mobilisation des Gilets jaunes, des actes qualifiés d'inacceptables. Je ne confonds pas les casseurs avec des concitoyens qui veulent faire passer un message. J'éprouve de la compréhension pour ces concitoyens, mais je ne céderai rien à ceux qui veulent la destruction et le désordre, car la République, c'est à la fois l'ordre public et la libre expression des opinions. Un mécanisme visant à éviter les pics des prix sur les carburants a été annoncé, ainsi qu'une grande concertation sur le terrain, sur laquelle Édouard Philippe devrait donner plus de détails cette semaine. Après l'instauration en Ukraine de la loi martiale, le président russe a demandé à la chancelière allemande Angela Merkel de dissuader Kiev de tout acte irréfléchi. La Russie, sérieusement préoccupée par l'instauration de la loi martiale en Ukraine. Après le vote hier du Parlement et l'instauration de la loi martiale pour 30 jours, le président russe Vladimir Poutine a appelé la chancelière allemande pour qu'elle dissuade Kiev de tout acte irréfléchi. Petro Poroshenko avait déjà pris les devants, expliquant hier qu'il ne s'agissait pas d'une déclaration de guerre, mais de prévenir d'autres agressions. En tant que président et commandant en chef des forces armées de l'Ukraine, j'ai rempli mon devoir constitutionnel. Et il y a quelques heures, par décret, j'ai instauré la loi martiale. La Russie mène une guerre hybride contre notre pays depuis 5 ans. Mais en attaquant des bateaux de l'armée ukrainienne, les Russes sont entrés dans une nouvelle phase d'agression. Poroshenko a évoqué la menace d'une invasion après l'affrontement maritime qui a eu lieu dimanche sur les côtes de Crimée. La Russie a tiré sur 3 navires ukrainiens et a raisonné les bateaux. Elle retient 23 membres d'équipage. Parmi eux, entre 6 et 3 militaires ukrainiens ont été blessés selon les sources. Moscou affirme que ces bateaux sont entrés illégalement dans ses eaux territoriales. L'Ukraine soutient que la Russie était au courant du passage des bateaux de la mer Noire à la mer d'Azov par le détroit de Kerch, détroit qui sépare la Russie de la Crimée, région ukrainienne annexée en 2014. Hier, le chef de la diplomatie russe évoquait une provocation de la part de l'Ukraine. Il se peut qu'en planifiant cette provocation, et personne ne doute que cela a été fait volontairement et probablement sur ordre direct des plus hautes autorités,
Les Ukrainiens comptaient tirer des avantages supplémentaires de cette situation. Tout d'abord, ils comptaient sur le fait que les États-Unis et l'Europe, comme toujours, prendraient témérairement le parti des provocateurs. Dans l'est de l'Ukraine, près de Mariupol, à seulement une dizaine de kilomètres de la frontière qui sépare les zones sous contrôle du gouvernement de Kiev de celles des séparatistes pro-russes, l'anxiété est grande quant à une éventuelle invasion, à tel point que certains creusent des tranchées pour renforcer leur défense. Voilà, c'est tout pour l'actualité nationale et internationale. Vous allez pouvoir suivre maintenant Métrosport avec Rudy. Merci Serge, bonsoir. Place au sport maintenant. Football, la jeune prodige du football haïtien, Coventina, est actuellement en France à la suite de l'invitation du club de l'Olympique lyonnais. Accompagnée du président de la Fédération haïtienne de football et du sélectionneur national, elle a effectué hier son premier entraînement dans le froid. Rappelons que l'Olympique lyonnais est considéré actuellement comme le meilleur club féminin au monde, plusieurs fois vainqueur de la Ligue des Champions. Bonne chance à cette nouvelle porte-drapeau haïtienne. Football, Ligue des Champions, ce mardi avait lieu la 5e journée de la phase de groupe de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Au terme d'une première période dominée, l'Olympique lyonnais a buté sur Manchester City 0-0 à la mi-temps, ce mardi lors de la 5e journée de la Ligue des Champions. En début de partie, les Lyonnais ne se laissaient pas impressionner et gênaient considérablement les Citizens grâce à une agressivité positive. Plus tranchant, les Gones se procuraient même une énorme occasion par Memphis Depay qui se loupait malheureusement devant Ederson. Dans la foulée, Lopez devait s'employer pour s'interposer sur un tir de Mahrez. Le match s'emballait. Séduisant dans le jeu, l'OL rivalisait et embêtait même le club anglais, mais pêchait dans la zone de vérité à l'image d'un incroyable gâchis de Cornet devant la cage. Jusqu'à la pause, Lyon ne faiblissait pas et Cornet était tout proche d'ouvrir le score par une volée sur la barre. Au retour des vestiaires, les Lyonnais étaient enfin récompensés de leurs efforts avec une frappe enroulée magnifique de Cornet à l'entrée de la surface, 1-0, 54e minute. Le Groupama Stadium explosait. Malgré un premier sauvetage de Lopez sur une tête d'Agüero, l'OL subissait après cette ouverture du score et craquait sur une tête d'Aymeric Laporte, le français, 1 but partout, 62e minute. Dans la foulée, Lopez, le gardien lyonnais, évitait le pire sur un sauvetage sur un tir de Sané. Malgré un gros temps fort de City, Lyon se reprenait bien en monopolisant le ballon sans pour autant inquiéter Ederson. Puis sur une ouverture de Memphis Depay intenable, Cornet résistait au retour de Laporte pour doubler la mise d'un tir placé 2-1, 81e minute. Quel match de l'Ivoirien, mais Lyon se relâchait encore. Sur un corner, Agüero égalisé quelques secondes plus tard de la tête 2-2, 83e minute. Même sans respirer une grande sérénité, l'OL obtenait le point du match nul et conservait sa deuxième place avant un déplacement en Ukraine où la défaite sera interdite. Le CSKA Moscou venait de perdre 2-1 à domicile contre les Tchèques du Victoria. La Roma et le Real étaient donc qualifiés pour le tour suivant. Restait plus qu'à savoir qui allait terminer premier du groupe G. Première occasion dangereuse en faveur de l'AS Roma. Le premier quart d'heure s'achevait avec la possession de balle à l'équilibre 50% pour chaque formation. Il faudra attendre la 20e minute pour voir le Real réagir. Le gardien romain Olsen effectue alors le premier arrêt du match. À gauche pour le Real, Gareth Bale centre au second poteau où Vasquez contrôle avant de donner en retrait pour Modric. Le tir du Croate est cadré par la déviation de Benzema. Malgré la sortie de El Shaarawy sur blessure remplacé par Justin Kluivert, dans un temps fort, les Romains assiégeaient le Real. Cabral se jette à l'entrée de ses 6 mètres pour gêner Fazio qui s'apprête à menacer Courtois. S'ensuivent un tir repoussé de Schick et un missile du gauche aux 16 mètres de Kolarov juste à côté. Ce sont les Romains qui ont été le plus dangereux avec un gros temps fort à la 34e minute et l'énorme occasion d'Under en toute fin de première période. Au retour des vestiaires, le Real passe la seconde dès la 47e minute. Après une errance de Fazio qui donne en retrait, le Gallois Gareth Bale se retourne bien aux 16 mètres de la Roma, contrôle et évite le retour de Manolas afin de tromper Olsen d'un tir limpide du gauche. Le Real ouvre le score. Le club madrilène corse la mise à la 59e, Modric récupère à droite un centre trop long de Kroos et donne en retrait à Gareth Bale qui brosse du gauche vers le second poteau. À l'angle des 5,50 m, Benzema remise parfaitement de la tête pour Vasquez qui fait le break à bout portant, 2-0. Olsen n'a pas le temps de souffler puisqu'à la 65e minute, à deux mains, il repousse difficilement une belle frappe cadrée de Karim Benzema, trouvée en bonne position par Kroos à droite de la surface de la Roma. Le Real est qualifié, à noter également que ce soir, Karim Benzema a délivré sa 100e passe décisive avec le Real Madrid, toute compétition confondue. Dans les autres rencontres de la journée, Valence souhaitait une revanche face à la Juventus. En effet, les Turinois s'étaient imposés 2-0 à l'aller. Miralem Pjanic avait inscrit un doublé sur penalty. En début de match, la Juve dominait largement dans le jeu, mais il faudra attendre la 28e minute de jeu pour voir la première occasion avec Daniel Vaz, qui profite d'un deuxième ballon pour prendre sa chance d'une reprise de volée. Le ballon croisé passe à côté du but, mais pas loin. Les esprits se sont échauffés dans la surface de réparation espagnole à la 31e minute, Coquelin ayant bousculé Bonucci.
Il faut rappeler que la vidéo-assistance n'est pas encore mise en place en Ligue des Champions et dans le temps additionnel de la première mi-temps, c'est encore Valence qui s'est montré dangereux avec un dernier corner avant la pause, joué de la droite vers la gauche. Diakaby se joue du marquage de Bonucci et vient couper la trajectoire du ballon au premier poteau. Le portier turinois sauve les siens en réalisant un arrêt réflexe sous la barre. Au retour des vestiaires, il faudra attendre la 59e minute pour voir la Juventus ouvrir le score. Cristiano Ronaldo reçoit un bon ballon de Cancelo dans la surface de réparation. Il élimine Gabriel Paulista et centre fort à ras de terre. Le ballon est repris par Mandzukic seul devant le but en véritable finisseur. Réaction de Valence à la 61e minute avec un but refusé. Sur un coup franc excentré, Diakaby trompe le gardien de la main, but refusé à juste titre. La Juve gère son avance et se procurera encore une occasion à la 73e avec le corner de Dybala qui est repris de la tête par Ronaldo au second poteau. Pas de réaction pour Valence, la Juventus ira en 8e. Dans les autres rencontres de la journée, Manchester se qualifie avec une victoire 1-0 contre les Young Boys de Berne. Le Bayern Munich a atomisé le Benfica de Lisbonne 5-1. Et enfin, défaite d'Hoffenheim à domicile contre le Shakhtar Donetsk 3-2. Au classement du groupe E, le Bayern Munich est en tête et qualifié avec 13 points, l'Ajax deuxième avec 11 points et déjà qualifié également pour les huitièmes de finale. Le Benfica de Lisbonne ira en Europa League, l'AEK Athènes est éliminé. Dans le groupe F, Manchester City a 10 points, Lyon suit en deuxième position avec 7 points, le Shakhtar Donetsk peut encore se qualifier avec 5 points. Dans le groupe G, le Real est qualifié avec 12 points, la Roma qualifiée également pour les huitièmes de finale avec 9 points. Et enfin, dans le groupe H, la Juventus et Manchester United sont qualifiés pour les huitièmes de finale avec respectivement 12 et 10 points. Voilà, c'est tout pour l'actualité sportive du jour. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.